L'éducation sexuelle est-elle un danger pour nos enfants ? Pourquoi de plus en plus d'enfants souhaitent-ils changer de sexe ? Est-on en train de légaliser la pédocriminalité ? Sur ces questions, tous les médias sont muets. L'omerta s'impose. C'est pour cela que nous invitons le docteur Laurence Kaiser, gynécologue, chirurgien obstétrique, mais aussi lanceur d'alerte. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, on va parler de transgenrisme, éducation sexuelle, GPA, wokisme. On va parler de tous ces sujets dont, évidemment, les grands médias ne veulent pas aborder. En plus, j'ai à mes côtés un plateau ultra studieux. Ils sont là, ils écrivent, ils se font, je sais pas ce qu'ils écrivent d'ailleurs, mais j'imagine des choses excessivement importantes qu'ils diront ce soir en plateau. Et pour tous ces sujets, j'ai évidemment une spécialiste reconnue, un docteur belge. D'habitude, les spécialistes ne viennent pas de Belgique, mais bon, là, pour cette fois, on fait une exception. Donc, Laurence, chère Laurence, comment ça va ? Ça va, ça va. On a beaucoup de sujets à aborder, pas que sur le plateau, mais dans la vraie vie. Et donc, on ne s'ennuie pas. On manque un petit peu de sommeil. Bah oui, parce que, pour le coup, tu es aussi lanceur d'alerte et ça te prend au moins la moitié de ton temps. Oui, oui. Au minimum, oui. Parce que les gens, ils ne sont pas trop au courant, malgré tout, d'éducation sexuelle, tout ce qui est lié au transgenrisme, aux débloqueurs de puberté, etc. J'ai l'impression que les gens disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais c'est parce qu'on l'a amené vraiment tout doucement, hein. Donc avant de plonger dans ce sujet brûlant, j'aimerais quand même préciser 2-3 choses. D'abord, j'ai autant de conflits d'intérêts qu'il y a d'enfants sur cette planète, vraiment. Par contre, je n'ai jamais été payée par le moindre laboratoire pharmaceutique pour orienter mon discours, ça c'est certain. Et je n'ai en particulier absolument rien contre la sexualité adulte, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, transgenre. Du moment qu'elle est entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut dans son intime. Ici, il s'agit vraiment d'une intrusion dans le monde de l'enfance, d'un sujet qui n'a rien à y faire, c'est-à-dire la sexualité, et une sexualité qui flirte vraiment avec la perversion, puisque on a des déviances quelque part qui sont présentées, des déviances dans le sens où c'est hors de la normalité. La normalité, c'est un homme, une femme pour pouvoir se reproduire et faire un bébé. Tout ce qui est à côté de ça est hors norme et anormal, entre guillemets, sans jugement. Et donc ici, on a quelque chose qui introduit des notions qui sont présentées comme tout à fait naturelles, faciles, sans graves conséquences et totalement réversibles. Et je pense en particulier au traitement qu'on va proposer à des enfants qui seraient en incertitude face à leur genre. Et encore faut-il qu'on va en parler, mais savoir ce que c'est que l'incertitude face à son genre. Et donc, il y a une vraie dérive. Et derrière ça, eh bien, il y a de l'argent. Et dès qu'il y a de l'argent, c'est un problème. Parce que si quelqu'un a misé sur ce cheval-là, c'est qu'il y avait beaucoup à gagner. Est-ce qu'on sait combien il y a d'argent ? Alors, aucune idée. Mais j'imagine que c'est des milliards d'euros, Big Pharma. Mais il n'y a pas que Big Pharma, il y a le porno, il
il y a des cliniques chirurgicales qui s'ouvrent dédiées à ça. En Belgique, nous en avons à l'heure actuelle 3 et 5 autres vont s'ouvrir. Donc, c'est au-delà de Big Pharma, c'est un système. C'est vraiment un système qui se construit. Et donc, dans tout ça, vous allez aussi avoir les gens qui gravitent autour, les centres de planification familiale, les animateurs qui vont dans les écoles pour parler de ça. C'est un business, c'est une vraie économie complexe et impossible de savoir et la Belgique, il faut se le dire, est dans une forme d'avant-garde de ce système. Yes. Pour une fois, tiens. Attends, c'était les Alors, vous êtes bien aussi, rassurez-vous, vous êtes très bien. La France. La France, oui. Donc, oui, mais, en fait, je pense que partout dans le monde, il y a des expériences qui sont tentées, des mises en place de certaines choses. Et toujours, ça nous est toujours amené sous le couvert de la bienveillance, de la santé, de l'instruction. Donc, on va raconter évidemment dans les guides qu'on a maintenant pour s'appuyer sur cette éducation, on va raconter qu'on est là pour que l'enfant puisse être protégé des pédophiles. Donc on va lui apprendre le consentement. Donc il va falloir qu'on discute du consentement chez l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire contre un coach sportif, un papy ou son institutrice, même s'il est informé, il y a un degré de soumission, il y a une figure d'autorité, c'est impossible qu'un enfant puisse consentir, ou même son grand frère ou sa grande sœur, bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Donc il y a déjà cette idée qu'on va apprendre à l'enfant ce que c'est que la sexualité ou la pornographie pour l'en préserver. Mais c'est un discours qui est un discours déviant, parce que c'est le discours des pédophiles. Je lui ai appris parce que de toute façon un jour il allait faire l'amour, donc je lui ai fait parce que comme ça c'était bien fait. On va faire ça, on va leur apprendre la sexualité, on va leur apprendre à regarder du porno, mais avec esprit critique, et on va aussi leur dire que s'ils sont pas bien dans leur peau, c'est important d'avoir un esprit critique quand même, parce que de savoir si tel acteur joue bien ses répliques. Oui, enfin, les dialogues sont quand même assez basiques. Je ne crois pas qu'il faille des longs cours pour en discuter dans les écoles ou ailleurs. Mais... le jugement critique est important, même dans ce domaine-là, malgré tout. Alors, on va parler de tout ça, mais avant ça, je vais présenter le tour de table habituel. Alors nous avons à tes côtés, Jean-Luc Robert, psychologue spécialiste de l'autisme. Il a écrit L'enfant et ses désirs insatiables. Bonsoir cher Jean-Luc, comment ça va? Bonsoir monsieur Broski, très bien. Très bien, ravi d'être là une fois de plus pour parler de ces sujets qui sont fondamentaux. Fondamentaux, ouais. Voilà, protéger l'enfant. Moi, je suis spécialisé de l'enfance dans la psychologie. Je deviens un peu de plus en plus sociologue, car je m'intéresse au mouvement de la société autour de l'enfant et les sujets de tout ce qui est transgenrisme et donc on va le voir, qui sont liés au wokisme également, sont des sujets qui me tiennent à cœur et donc je vous en parlerai ce soir, notamment à travers le livre que j'ai écrit et à travers les autres livres d'ailleurs. Mais bon, on a effectivement, c'est bien, vous avez été un docteur qui pourra parler des effets donc au niveau du corps biologique. Ce soir, moi je parlerai un peu des effets sur finalement la psychologie de l'enfant, parce que je suis psychologue, et vous dire surtout, je veux parler des comorbidités. C'est quelque chose dont j'avais un peu parlé la dernière fois. Bien sûr. J'étais déjà venu avec SOS Éducation, mais là j'insiste beaucoup sur les comorbidités ce soir. Je vous expliquerai ce que c'est, pourquoi, et donc finalement pourquoi les gens ne veulent pas savoir en fait qui est ces comorbidités, parce que ces comorbidités signifient finalement qu'il y a vraiment un problème, comme dit madame, avec quelque chose qui n'est pas forcément normal et qu'on cherche à normaliser à tout prix. Merci beaucoup cher Jean-Luc. En face, nous avons Marc Daoud, directeur de publication de Nexus, vers une dictature sanitaire mondiale, point d'interrogation, le dernier Nexus. Bonsoir cher Marc, comment ça va? Bonsoir Mike. Écoute, ça va, merci de... C'est un plaisir parce que là, il faut du journaliste, il faut un psychologue, il faut un médecin, il faut aussi un éditorialiste. Voilà, il faut que ces sujets, on aille jusqu'au bout du bout, en profondeur, si je puis dire. C'est un sujet qui, effectivement, nous intéresse, journalistiquement parlant, à Nexus. À Nexus, on en parle? On en a parlé dans le numéro 146 de mai-juin 2023. D'accord. Sur le phénomène de la dysphorie de genre, ce que ça implique, les chiffres, je vous en citerai quelques-uns. Quelles sont les causes aussi? Parce qu'il peut y avoir des causes environnementales. C'est important aussi de pouvoir mettre le doigt là-dessus. Et c'est important de dire que peu importe le débat autour de ce sujet, c'est important de rappeler, comme le disait Laurence,
qu'on n'est pas là pour juger les gens et on n'est pas là pour parler de la liberté que chacun doit pouvoir bénéficier dans son intimité, dans son fort intérieur, dans la société par rapport à ces questions-là. Mais on est en droit, en tant que citoyen et journaliste, de pouvoir questionner en prenant de la hauteur ces phénomènes-là qui prennent plus de place aujourd'hui, il faut le dire, dans la société depuis quelques années, sans toujours être taxés de transphobie, etc. Parce que personne autour de cette table n'est concerné par cela et 99,99% des gens qui essaient de questionner cette réalité-là ne l'est pas non plus. C'est vrai. Et c'est important de le rappeler parce que derrière, il y a des associations qui peuvent être agressives ou qui peuvent un petit peu empêcher le débat en mettant des étiquettes. Il faut le rappeler. Merci beaucoup, Merci, cher Mike. Marc. Et à ta droite, Jean-Maxime Corneille, analyste géostratégique, stratosphérique aussi, Bon, il va falloir dire traducteur de tout l'œuvre de Pietschnik, il va falloir dire plus de simplement. 1910 à 2024, et les futurs aussi. Il va falloir dire plus simplement que je suis juriste et lobbyiste et que l'arrière-plan justement de d'accord. lobbying m'intéresse là-dessus. C'est-à-dire qu'une des bases du travail de Et ancien cabinet de acteur. lobbying, Et prof d'allemand. à mes heures perdues, c'est de créer en fait des fausses barbes sans fin pour camoufler le fait que par la bande, on peut modifier le réel pour rapporter beaucoup d'argent à plusieurs lobbies qui sont imbriqués. L'agrobusiness, Big Pharma, vous avez plusieurs lobbies et ce sont des lobbies principaux dont on ne se rend pas compte. À la fois de l'argent qu'ils ont comme en trop plein, et quand vous avez trop d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à ce en quoi cet argent pourrait vous faire gagner en influence. Et à partir de cette idée-là, on peut avoir en plus des déviances qui vont trouver intérêt direct à ce que le peuple soit plongé dans une confusion pour ne plus réfléchir aux sujets fondamentaux. Et là, c'est intéressant parce que le sujet, hier, on a parlé de la dette, on a parlé de ces choses-là. À chaque fois, le mondialisme recrée des idéologies pour faire oublier les vrais sujets, c'est-à-dire qui ruinent les peuples et les nations, qui détruisent les États, etc. Ça veut dire qu'il faut vraiment connecter ces choses-là. Il y a une logique, il faut comprendre la métalogique derrière, et ce n'est pas anodin. On va en parler, cher articulations. Jean-Maxime. Merci à toi. Et tu auras évidemment ta chronique tout à l'heure. Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Voilà, justement, transgenrisme, éducation sexuelle, GPA, wokisme, mondialisme aussi, comme l'a dit notre ami Jean-Maxime Corneille. Tout ça, c'est dorénavant plus ou moins lié. Oui, les racines sont les mêmes. C'est pyramidal, donc vous avez les mêmes actionnaires derrière tous ces grands lobbies. Vous citez la pharmaceutique, il y a la pétrochimie, il y a l'agroalimentaire, mais aussi les cosmétiques, parce que les personnes transgenres se maquillent beaucoup. Évidemment, la face cachée, c'est aussi tous les déchets que ça produit et qui polluent notre environnement. Et je pense que Marc aura envie d'en dire un mot. Je pense aux perturbateurs endocriniens qu'on trouve comme par hasard dans les eaux de distribution. Et là, c'est nos services publics qui sont impliqués puisqu'ils essayent de mettre ça sous la carpette aussi. Et donc, c'est vraiment... c'est très insidieux, c'est comme un brouillard qui s'infiltre partout et si on ne cherche pas très très haut, on ne voit pas qui est derrière tout ça en fait. Mais parce que sa fameuse inclusivité, c'est quoi? C'est une façon pour le capitalisme de se trouver des nouveaux clients, des nouvelles niches à pourvoir. Il y a pour moi, il y a beaucoup de raisons de pousser les enfants à transitionner. Par exemple, déjà, c'est ce culte d'une espèce de perfection qui serait androgyne et qui ferait nécessairement appel à de la technique, de la chirurgie, de la chimie. Pourquoi pas des technologies autres, puisque pour le moment, on en parlera, mais fabriquer un pénis, ça n'est pas évident, mais on peut imaginer que derrière, ils vont inventer des prothèses, peut-être des prothèses connectées, intelligentes, on ne sait pas. Après, ce sera facile de nous vendre que finalement, et il y a mon confrère et compatriote, le docteur Laurent Alexandre, a quand même dit que l'humain était obsolète. C'est vrai qu'il est belge, lui. Il est belge, C'est vrai. Non, mais, Je savais qu'il habitait
en Belgique, mais je ne quand pensais même. pas qu'il était belge. Il est belge. Ah donc Ça- l'humain est obsolète et la seule solution pour l'améliorer, c'est l'IA. Donc, mais sous quelle forme et pendant ce temps-là, il y a Neuralink qui travaille à ces implants cérébraux. Donc on peut quand même se rendre compte qu'il y a déjà ce but-là. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, les enfants et même des jeunes adultes qui vont avoir recours à ces techniques de transition n'auront ni une vie sexuelle épanouie, ni une fertilité normale. Donc on entend quand même beaucoup qu'on est trop nombreux sur cette planète et qu'on ferait bien de faire moins d'enfants. C'est une façon de le faire, de l'obtenir. Et ensuite, mais c'est quel beau laboratoire pour psychologues que cette manipulation sur des enfants. C'est un terrain de jeu pour des gens qui, mettant leurs scrupules de côté, s'ils en avaient, si tant est qu'ils en avaient au départ, font des expériences de masse. Justement, cette expérience, nous contrôler. C'est l'éducation sexuelle, déjà en Belgique. En quoi consiste-t-elle exactement pour les gens qui nous regardent et qui, je suis sûr, pour la plupart ne sont pas belges et donc ne savent pas? Oui, donc ça s'appelle EVRAS, le manuel sur lequel ça se base, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et c'est un gros gloubi-boulga où dedans il y a effectivement la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi l'idée que l'enfant, il ne faut pas discriminer par l'âge déjà, donc ça c'est vraiment important. Et donc l'enfant a le droit d'avoir une sexualité parce que c'est un divertissement comme un autre et donc il faut l'initier à toutes sortes de pratiques. Il y aura des animations par des organismes externes comme le planning familial, le centre psychomédico-social et d'autres associations parfois très militantes. Et il y a aussi ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, ça va passer dans tous les cours. Vous allez avoir des cours de maths où vous avez à faire des couples avec 4 femmes, 4 hommes. Et donc, on va induire que les enfants doivent deviner qu'il y a des couples homosexuels. Vous avez les lectures dans le cours de français. Vous avez le cours de sciences où maintenant, on voit des professeurs qui ne sont normalement pas censés aborder ces sujets-là, qui se mettent à gonfler des capotes, par exemple, devant des enfants de 11 ans en disant de toute façon, ici c'est le cours de forme et matière, l'année prochaine vous aurez le cours sur les préservatifs, donc autant que je vous en parle déjà. Il y a une espèce de lâcher prise en religion, et on va évaluer les compétences de l'enfant en savoir-faire sur toutes ces matières. Français, maths, sexualité, je ne sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça provoque justement sur la psyché de ces enfants qui apprennent ces cours de comment gonfler des préservatifs à 11 ans et d'autres choses? Mais c'est complètement effractant. Nous avons quand même, monsieur ici présent pourra le dire sans doute mieux que moi encore, mais nous avons, nous, adultes, un rôle à jouer par rapport aux enfants, c'est de poser les repères et de pouvoir leur permettre de grandir en sachant ce que c'est qu'un homme, qu'une femme, qu'un papa, une maman, et leur donner en quelque sorte une image désirable, dans le bon sens du terme, qu'ils aient envie de devenir comme ça. Mais il y a une inversion des rôles. Les adultes sont devenus des enfants. On voit qu'ils jouent aux jeux vidéo et qu'ils sont aussi complètement submergés par des tonnes de factures. On n'arrive plus à joindre les deux bouts, ça on est bien d'accord. Mais à côté de ça, il y a une infantilisation, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le plaisir facile, la consommation fast-food, tout est fast, tout est rapide. Et les enfants sont adultifiés, parentalisés, c'est finalement eux qui vont garder leur bon sens et dire mais ça c'est pas normal ce qu'on m'apprend, mais c'est pas leur rôle, et c'est pas d'hier qu'on leur fait jouer le rôle des adultes, mais c'est de pire en pire. Les adultes ne protègent plus les enfants, ils vont dans la permission, il est interdit d'interdire, ça a commencé comme ça, et donc tout est permis, et on va même aller, si mon enfant veut être un chat, eh bien je vais demander à ce qu'il y ait une litière pour chat dans l'école, alors que, excusez-moi, mais normalement, moi j'ai des chats, je les habille pas, je les mets pas à l'école, je leur donne des croquettes et ils dorment sur leur coussin. Donc, je suis désolée, mais si mon enfant se prend pour un chat et que je réagis en demandant une litière à l'école, c'est moi qui dois me faire interner. Donc, il y a une perte totale de... Parce que là, on peut dire, on va dans une forme d'extrême,
Mais en réalité, c'est une réalité. C'est Ça une existe. réalité. C'est pas une C'est fiction. chez vous, ça, en plus. En France C'est en France. Aux États-Unis aussi, Aux hein, mais... États-Unis, ils ont demandé des litières. Oui, mais il y a des enfants qui ne parlent leur plus, chat, ils pour miaulent leur- ou ils aboient, mais les enseignants n'osent plus intervenir, les psychologues ne savent pas quoi faire, parce qu'en plus, il y a des lois qui se mettent en place qui sont extrêmement toxiques et qui font peur. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, un thérapeute qui essayerait de s'opposer à une thérapie de conversion risque jusqu'à 2 ans de prison. Qu'est-ce que c'est une thérapie de conversion? Eh bien, c'est d'accompagner le jeune à changer, ou l'enfant, hein, à changer de genre et à passer de l'autre côté du miroir en pensant que c'est mieux. Si le Jean-Luc Robert belge refuse auprès d'un enfant une conversion pour devenir... C'est que genre ou ça peut être aussi animal? Non. Tout. Ah si, oui, s'il tout. refuse, Ah oui. si Faut Jean-Luc être fluide, Robert hein, quand même. refuse Oui. qu'un enfant devienne un chat, Jean-Luc Robert risque en Belgique 2 ans de prison. Mais en fait, c'est parce que Jean-Luc Robert n'aurait pas compris que l'enfant est un chat. C'est ça, en fait. C'est lui qui doit Et que être donc, c'est Jean-Luc Robert qui n'a rien compris, qui doit aller faire une rééducation. Voilà. Quoi de Vous mieux devez qu'aller en retourner à la prison. fac, hein. Il faut lutter contre la transphobie. Voilà. Donc c'est quand même. Enfin, là on en Après, rigole. voilà. Là on en Oui. rigole. Ça a l'air C'est d'être gravissime. marrant, mais en fait. Mais on parle pas d'adultes, c'est un hein, drame. ici. Non mais Oui. c'est un drame C'est ça. pour nos pays. D'avoir toute une génération, enfin peut-être pas toute une génération, mais une partie d'une génération de jeunes qui veulent changer de genre, qui veulent devenir un animal, qui ne se reconnaissent pas dans l'être humain. Enfin, c'est un drame. Mais c'est un Quel drame type d'enfant? organisé. Bien sûr. Il faut voir les influenceurs, Encourager, hein. regarder les séries Netflix, Disney, l'Eurovision, le sport. Et les entreprises en Belgique ont des primes pour engager des transgenres. Et c'est très bien si c'était une prime pour chacun, mais là, il y a une orientation claire. Et donc, on nous présente ça comme étant désirable, merveilleux, la solution pour se sentir tellement bien dans sa peau. Et on peut transitionner autant de fois que nécessaire aussi. C'est remboursé intégralement. Si vous avez des problèmes dentaires, ça, c'est autre chose. Hein. Combien Mais, ça coûte une transition à peu près? On a les prix? Ça dépend des pays. Aux États-Unis, Belgique, en Belgique, mais c'est remboursé. Donc, Oui, non, mais combien ça coûte à la collectivité une transition? Eh bien, je ne peux pas répondre parce que ça dépend de ce que vous allez mettre en branle pour arriver à ça. C'est un bloqueur de puberté, si on s'adresse vraiment à des enfants jeunes, c'est une injection tous les 3 mois à 350 € l'injection. Et on fait ça 2-3 ans. Puis vous introduisez le prix des hormones, puis alors il y a toute la chirurgie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comme type de chirurgie? Il y a des gens qui n'en font pas, il y a des gens qui vont très très loin dans la reconstruction du visage, du corps, du sexe, enfin qui vont vraiment très très loin avec des implants, des greffes. Ça, c'est pas esthétique, ça. Non, c'est Pas considéré comme lié à une erreur de la nature qu'il faut corriger. Et si après on se rend compte que finalement c'était une erreur, eh bien on rembourse la détransition. Et puis finalement, si on était mieux dans l'autre sens, on rembourse la retransition. Enfin, Mais on connaît la genèse de cette C'est un business idéologie. sans fin. La genèse de cette idéologie, C'est-à-dire, mais c'est d'où ça vient, John Money, le père de la théorie du genre, D'accord. c'est John Money, Bah, qui était racontez-nous. contemporain de Margaret Sanger, qui a fondé le planning familial et qui disait que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant pauvre, c'est de le tuer. Et j'ai travaillé en centre de planification familiale. Je ne suis pas anti-avortement, je veux que ça soit clair, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, John Money était aussi contemporain d'Alfred Kinsey, qui lui est le père de la libération sexuelle. Le fameux rapport Kinsey. Oui, les fameux rapports Kinsey qui sont clairement pédophiles, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et John Money, lui, a vu un jour débarquer dans son cabinet des jumeaux qui avaient subi une circoncision. Et il y a un des 2 enfants qui avait eu des complications et il avait perdu son pénis. Et il a donc convaincu les parents qu'il n'y avait qu'à, il suffisait de l'élever en fille et que tout irait bien. Et en fait, ça a été dramatique parce que cet enfant à la puberté, bon, à l'époque, on n'avait pas les bloqueurs de puberté. On peut se demander comment ça se serait passé, mais néanmoins, on l'avait castré.
Donc il y avait eu de la chirurgie, donc il n'avait pas de testostérone. Et donc quand même il n'était pas bien dans son corps parce qu'on ne peut pas nier qu'on a des chromosomes. Des chromosomes X ou XY, donc femme ou homme, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire les récepteurs hormonaux, on est fabriqué pour fonctionner d'une façon ou d'une autre dans un climat hormonal ou un autre. C'est pour ça que ça va poser problème aussi de donner les hormones du sexe opposé. Et donc, ce pauvre gamin-là a grandi, a traversé une adolescence catastrophique, son frère a commencé à se droguer. Et lui-même a essayé de fonder une famille, ça s'est pas bien passé, il a fini par se suicider et le frère est mort d'une overdose. Donc les parents ont perdu les 2 enfants jeunes adultes, ça a été tragique. Néanmoins, John Money a sorti ça comme étant un modèle à suivre. Et donc, il a réussi à l'imposer. Quoi. Et il a réussi à l'imposer, sans doute qu'il avait les bons contacts. Les bloqueurs de puberté, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que on se dit que c'est peut-être quelque chose qui bloque la puberté, mais non, ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Alors, le bloqueur de puberté, c'est une réattribution de nom, parce qu'au départ, ça ne s'appelle pas comme ça. Comment ça s'appelle? Ce sont des traitements, on appelle ça des analogues LHRH, donc c'est quelque chose qui s'adresse à l'hypothalamus, donc notre tour de contrôle dans le cerveau. Et ces traitements sont au départ utilisés en cancérologie pour traiter les cancers de la prostate, par exemple, ou des testicules. Et en gynéco, on les utilise dans l'endométriose. Ça crée une interruption de communication entre l'étage du haut, tour de contrôle hypothalamus-hypophyse, et ce qu'on appelle les gonades, testicules ou ovaires, pour les mettre au repos. Si vous mettez au repos une telle communication, un tel dialogue, vous allez avoir chez les femmes une ménopause extrêmement violente, mais chez les femmes, mais aussi chez les petites filles. Et chez les hommes, ça va aussi donner des symptômes assez similaires. Et donc, bien sûr que ces molécules ont des effets secondaires. D'abord parce que nous sommes prévus pour vivre notre puberté. Donc, on a réattribué, on a pris ces molécules qui sont rentables. Hein, je répète, 350 € par trimestre. Hein. Donc, on a réattribué ces traitements qu'on donnait parfois quelques mois à des petites filles qui avaient une puberté trop précoce pour leur permettre de continuer à grandir un peu. Donc, on donnait quelques mois, mais en arrêtant très rapidement, parce que j'ai toujours entendu dans mes études qu'on ne pouvait pas, sur une vie, donner plus de 6 mois de traitement. Donc, maximum 6 mois, sous peine d'effets secondaires irréversibles. Alors que pour les enfants qui transitionnent, c'est pas 6 mois. C'est pas 6 mois. C'est plusieurs années. Si vous voulez supprimer une puberté et éviter, c'est un train qui passe qu'une seule fois aussi, hein, donc c'est fini. Après, on peut pas regretter et dire je vais la faire à 18 ans ma puberté. Non, c'est terminé. Donc, si on supprime cette période-là de la vie qui ne reviendra pas, eh bien, on va avoir des effets complètement majeurs sur absolument tous les organes. C'est pas compliqué, c'est tous les organes. Avec un très mauvais profil, par exemple, au niveau cardiovasculaire. Mais aussi au niveau central, on va avoir des troubles de la concentration, des insomnies, de l'angoisse, de la dépression, des maux de tête, des bouffées de chaleur. Au niveau de la structure du corps, on a de l'ostéoporose. Si on dépasse 6 mois, on a une ostéoporose irréversible, mais il y a des enfants, des jeunes gens qui ont un squelette d'un papy de 90 ans et qui littéralement se brisent sous leur propre poids, y compris, donc il y a la colonne, les os longs, mais aussi les mâchoires. Ça pose des problèmes très graves aussi pour les soins dentaires. Et la longévité de la vie. Et je termine aussi sur la masse grasse, le rapport masse grasse, masse maigre. On voit quand même que ceux qui ont transitionné finissent par avoir souvent des problèmes de poids sérieux parce qu'il y a une inversion, vraiment, ils perdent du muscle, ils gagnent en graisse, puis ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Donc diabète, hypertension. Et donc, que voulez-vous? Là-dessus, vous rajoutez les hormones de l'autre genre. De l'autre sexe. Ah ben oui. Voilà, c'est oui. Bloqueur plus hormones. Ah oui, sinon vous transitionnez pas vraiment. Donc vous avez juste supprimé la puberté, mais après on peut pas laisser les gens dans une espèce de entre deux. Et donc on donne les hormones de l'autre genre qui vont accentuer
Ils vont accentuer certains de ces effets, notamment au niveau cardiovasculaire. Et ce sont des cellules qui n'ont pas les récepteurs adaptés pour capter ces hormones-là. Des cellules XY sont faites pour être majoritairement en climat testostérone, en climat masculin. Donc on ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire. Mais c'est à la mode ces dernières années de faire des expériences Est-ce que ces enfants qui prennent ces traitements vont vivre vieux? Alors, ils vont avoir donc ils vont aussi sans doute avoir recours à de la chirurgie pour coller au plus près de leur idéal, ce qui va ajouter des problèmes parce que une anesthésie générale 2, 3, 10, c'est pas très bon pour le corps. Puis les douleurs, éventuellement les greffes, etc. On peut y revenir ensuite. Mais une fois qu'on a autant torturé les corps, chimiquement, physiquement, la fertilité, elle est effondrée. Puis il y a la castration aussi. La jouissance. Et puis voilà, il n'y a absolument pas de plaisir, il n'y a pas de libido. L'organe n'est plus fonctionnel au niveau de la libido. Même les caresses, donc on ne parle pas seulement de rapport, mais même le plaisir tout seul, ça ne marche plus. Voilà. Il va y avoir également des problèmes de santé qui vont s'ajouter à ça, avec une dépendance éternelle à la chimie, puisqu'on ne peut pas arrêter les hormones de l'autre genre. C'est à vie. On les arrête pour pouvoir... les femmes qui sont devenues hommes, qui ont transitionné, les arrêtent pour pouvoir tomber enceintes. Alors ça, ce sont des gens qui n'ont pas été jusqu'au bout de la démarche. Ils se sentent entre les deux, là, parce que si on garde son utérus et qu'on fait un bébé, je suis désolée, mais c'est qu'on est une femme. On le voit maintenant quand ils disent que des hommes tombent enceintes. On devrait dire tombent enceintes d'après certaines associations. Le planning familial. On va venir sur le grand débat. Donc ces enfants vont avoir donc une dépendance à la chimie. Ces enfants et ces jeunes gens et ces adultes vont devoir prendre des traitements à vie. Probablement aussi un soutien quand même par une thérapeutique d'antidépresseurs, parce que c'est pas facile, c'est aussi très rentable les antidépresseurs. Et éventuellement, pourquoi était-il si mal dans leur peau? Avait-il une pathologie psychiatrique sous-jacente qu'on n'a pas traitée du coup, et qui a peut-être je ne sais pas, une schizophrénie par exemple, c'est possible, donc on va rajouter ça aussi, mais ils vont mourir à 35 ou 40 ans. J'imagine aussi qu'il y a des effets secondaires psychologiques derrière. Oui, bien sûr. Ça, on va en parler avec notre ami, ils vont mourir d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un cancer à 35-40 ans et personne ne le dit. Voilà, personne ne le dit. Personne ne le dit. Personne ne leur dit ça. Le Sénat, je crois que le groupe LR a fait une proposition de loi dernièrement qui fait visiblement scandale, c'est de refuser ces bloqueurs de puberté aux mineurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, les bloqueurs de puberté, ça n'a pas lieu d'être ailleurs que chez les mineurs. Parce que la puberté, par définition, c'est chez les mineurs. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils refusaient la transition de genre chez les mineurs. Oui, l'être humain dans la transition. Eh bien, c'est évident. Un enfant qui n'a même pas vécu sa masculinité ou sa féminité, comment peut-il savoir ce que c'est? Comment peut-il décider? Et en plus, nous, adultes, nous leur montrons plus l'exemple. C'est impossible. Évidemment qu'il faut refuser, mais je sais qu'il y a plus de 1000 psychologues, pédiatres, pédopsychiatres qui oui, justement, ils ont fait une tribune. Mais ils sont payés par qui? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette tribune? Par qui sont-ils payés? Moi, je voudrais voir le conflit d'intérêts. En effet, c'est la seule chose qui m'intéresse. Par qui sont-ils payés? Oui. Et qu'ont-ils dit dans cette tribune? Ils ont dit qu'ils s'opposaient à cette interdiction. Mais pourquoi? Parce que psychologiquement, c'est une bonne chose que des mineurs transitionnent, j'imagine. Voilà, qu'il faut aller dans le sens de l'enfant. Mais je veux bien croire qu'ils sont pas bien dans leur peau avec un monde aussi bordélique que ça. C'est normal, les pauvres gosses. Et il y a une perte de repères chez les jeunes, bien sûr. Et on leur dit qu'on va tous mourir parce qu'on respire trop, qu'on fait trop d'enfants, que la planète ça va pas, que c'est la crise économique. Enfin, voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est remettre du sens, mais c'est pas artificiellement, en se modifiant, qu'on va pouvoir remettre des valeurs dans la vie. C'est pas possible, ça. Alors, merci beaucoup, chère Laurence. On va parler de tout ça tous ensemble autour de la table. Mais avant ça, les petites annonces. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente.
Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques. Parlez-en à votre médecin.